l'Europe sur France Bleu 107.1. C'était tous les dimanches à 15h. C'est la dernière. Pour l'occasion, en studio et au téléphone, des invités que nous avons déjà reçus. Ils sont nombreux, notamment avant 16h, Jean-Marie Cavada, le parrain de cette émission. Et puis comme c'est aussi les vacances, tous nous parleront de leur destination préférée en Europe. C'est la dernière aussi de mes deux complices, la Madame Europe de Radio France, Marie-Christine Vallée. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Géraldine. Alexandra Le Sieur du site touteleurope.eu. Bonjour Alexandra. Bonjour à tous. Alexandra qui dans un instant nous donnera quelques chiffres autour des vacances et des Européens. Ils seraient moins nombreux à partir cet été. Touteleurope.eu, francebleu.fr pour réécouter cette émission et toutes les autres. Il est encore temps aussi de les podcaster via iTunes. Un avant-goût de vacances cet après-midi avec une escapade en Espagne par exemple, avec Juan José Dorado, correspondant à Paris pour le groupe de presse La Région. Bonjour. Buenas tardes. Heureuse de vous revoir Juan. Vous étiez venu en décembre de l'année dernière à l'occasion des élections législatives espagnoles. Alors faute d'une coalition de gouvernement, les Espagnols dimanche dernier ont remis ça, ils sont retournés aux urnes. Deuxième fois en 6 mois. Et comme la fois précédente, c'est le Parti populaire du chef du gouvernement sortant Mariano Rajoy qui a remporté ces élections. Sans surprise, Juan ? Sans surprise. En fait, la surprise, c'est qu'il les a remportés et beaucoup mieux que la première fois, puisque c'est le seul parti qui a quand même récupéré 14 députés par rapport au mois de décembre. Donc, le résultat ne permet pas une majorité absolue, mais ça change la donne, parce que cette fois-ci, c'est clair que ça va être lui qui va gouverner. L'Espagne, Juan, destination à conseiller cet été. Ah, bien sûr, et surtout pour les Français, puisque c'est la première destination touristique des Français. On parlait autour de 9 millions, 10 millions, pratiquement tous les ans partent en Espagne. Mais c'est aussi pour les Britanniques. Ils sont déjà 400 000 qui habitent là-bas, alors j'espère qu'ils vont venir avant qu'on ferme les portes. Et vous nous conseillez d'aller où en Espagne, Juan ? Alors, moi, je suis de ceux qui pensent que tout le monde connaît les côtes, donc il faut rentrer sur la péninsule. Et puis, il y a une région qui s'appelle l'Extrémadure, qui est très peu connue des Français, mais qui abrite au moins 2 villes qui sont patrimoine de l'humanité. Donc, c'est une destination, il faut y aller parce que ce sont des vieilles pierres, mais vous pouvez y aller aussi avec les enfants. Il y a la gastronomie, bon, il fait chaud, ça je vous le dis, donc il vaut mieux avoir des hôtels avec des piscines, mais c'est vraiment de villes qu'il faut découvrir, je vous dis, c'est des patrimoines mondiaux de l'humanité et ils sont très très méconnus en dehors de l'Espagne. Alexandra Le Sieur, alors si ce n'est l'Espagne, quelques destinations plébiscitées cette année par les Européens ? Eh bien, les sites de voyagistes établissent régulièrement des comparatifs. Le comparateur, par exemple, de voyage Skyscanner a identifié le top 5 des destinations tendance de 2016, c'est-à-dire les 5 destinations qui ont connu le plus fort pourcentage de croissance du nombre de recherches sur le comparateur ces 3 dernières années. Il s'agit de Cuba, de la Russie, du Cap-Vert, de l'Albanie et de la Slovénie. Pour TripAdvisor, il y a Porto au Portugal, Funchal sur l'île de Madère, puis Moscou, ensuite Brighton, Liverpool, Grenade, Valence, Oia en Grèce, et puis enfin Cracovie et Cologne. Selon CETO, le syndicat français des entreprises du tour operating, c'est en Europe du Sud que les Français se rendront le plus cet été. En raison des attentats, certaines destinations sont évitées, comme le Moyen-Orient par exemple. L'Espagne, l'Italie et le Portugal représentent 68% du trafic aérien moyen courrier. Alors bémol quand même, Alexandra, cette année, on sera moins nombreux que l'année dernière à partir en vacances. Oui, selon une enquête Ipsos, les intentions de départ des Européens sont effectivement moins importantes cette année. 54% des Européens devraient partir en vacances cet été. La France se situe légèrement au-dessus de cette moyenne avec 57% d'intentions de départ, mais c'est un recul de 7 points par rapport à l'an dernier. Une baisse qui se vérifie dans d'autres pays européens comme l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie ou encore la Belgique. Seule l'Autriche fait figure d'exception avec un taux stable par rapport à l'an dernier. Et une idée du budget vacances des Européens ? Oui, en moyenne, il s'élève à 2 247 €, légèrement plus faible pour les vacanciers français, mais qui s'élève tout de même à 2 233 €. Et ce sont les Français qui partent le plus longtemps, 2 semaines et demie contre 2 semaines et 1 jour en moyenne en Europe. Compagnon indispensable pour des vacances réussies, c'est le guide du routard. Son rédacteur en chef est cet après-midi l'invité de toute l'Europe sur France Bleu 107.1, Pierre Josse. Bonjour. Bonjour. L'Europe, une belle destination pour nos vacances. C'est génial. On n'a que l'embarras du choix. Bon. Alors parmi les nombreux guides, Pierre Josse, proposés par le routard, il y a le Portugal, version 2016.
C'est l'une des destinations préférées également des Français et Oui, des puis, Européens. Puis une augmentation de 40% en 2 ans, c'est absolument hallucinant, quoi. Pourquoi ? Mais parce que, d'abord parce que le peuple portugais, il est adorable, affable, discret. Il n'intervient pas dans la vie des gens. C'est un pays qui est totalement sûr, où on mange très très bien et de façon abondante, même trop généreuse, puisqu'ils ont même créé sur les menus des demi-portions pour les gens qui ont des petits appétits. Et même moi, les demi-portions, je suis un grand bouffeur, je n'arrive pas à les terminer. Voyez. Bon. Voilà. Et des villes sublimes dans l'Alentejo, par exemple, dans les marais de champs d'oliviers, de blé qui prennent des teintes d'incendie le soir au soleil couchant. Vous avez des villes blanches qui apparaissent, comme Castelo de Vilde, Évora, Montcharas, on en parlait avec Paolo tout à l'heure, Marvao, qui sont des villes où il n'y a pas un bouton de porte qui a changé depuis le XVe siècle. C'est d'un romantisme absolu. C'est le truc de rêve pour les voyages de noces ou les rêveries adultérines. Vous avez choisi l'Irlande. Moi, j'ai choisi l'Irlande parce que je suis un addict de l'Irlande depuis maintenant 40 ans. Il faut que j'aille au moins une fois par an, sinon je suis pas bien, je suis déprimé. Quoi, voilà. Et, Où en Irlande ? Alors, le Connemara, c'est bateau, depuis Sardou, tout le monde y va maintenant. Non, moi j'ai ma petite région de prédilection qui s'appelle le Burren. Alors le Burren, j'ai 2 minutes là. Alors, vraiment, j'en parle avec enthousiasme. Le Burren, c'est ce qu'on appelle un relief karstique. C'est-à-dire, vous connaissez le Larzac, ces roches qui sont torturées, mal façonnées par le vent, complètement dans des paysages complètement fantasmagoriques, un petit peu comme à la Tim Burton. Et le Burren, c'est une espèce de grande région calcaire où cohabitent une flore maritime et une flore, montagnarde, complètement sauvage. Et il y a un truc complètement magique qu'on appelle Green Roads. Moi, j'adore les pays où il y a l'histoire qui rentre en symbiose également avec les vacances, parce que là, on apprend beaucoup de choses. Et puis, on est dans le chapitre de l'émotion. Et là, il y a des routes qu'on appelle les Green Roads. Pourquoi ? Parce que quand il y a eu la grande famine en 1845, il y a eu des millions de gens qui ont erré sur les routes à la recherche de nourriture, et les Anglais, dans leur générosité légendaire, ont instauré une soupe populaire, mais il fallait la mériter. Et donc, il fallait travailler. Et comme il n'y avait pas de travail normal, on a fait creuser des routes qui n'ont rien servi. C'est-à-dire qu'on, pour rien, à travers le Burren, dans le calcaire, ils suaient 15 heures par jour à tracer ces routes. Et pour les randonneurs, c'est extraordinaire parce qu'au lieu de marcher dans le flash-like, dans la tourbe, de glisser, etc., dans les endroits humides et tout, c'est des routes qui sont devenues vertes. Vous voyez, la nature s'est emparée, et dans des paysages mégalithiques, il y a des dolmens, des forts préhistoriques, etc. Et toujours au bout, le pub, évidemment, pour reconstituer ses forces, et avec une convivialité, un accueil. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit, chez nous, il n'y a pas d'étrangers. Il y a, il y a encore des gens qu'on n'a pas encore rencontrés. Carte postale irlandaise avec Pierre Josse cet après-midi dans toute l'Europe sur France Bleu 107.1. C'est le rédacteur en chef du Guide du retard. Lui, il a choisi de nous emmener à travers l'Europe en train. Jérôme Quéré, président de l'association Jeunes Européens de France. Bonjour Jérôme. Bonjour. Là aussi, c'est pas une première pour vous, hein. Vous étiez venu, d'après mes souvenirs, entre autres, nous parler de l'engagement des jeunes. Toujours aussi engagés, j'imagine, ça n'a pas changé. Plus que jamais depuis le Brexit. Et d'ailleurs, on a besoin de se rencontrer entre jeunes Européens, de changer, de ne pas rester qu'entre franco-français ou entre espagnols. On a besoin de se parler, de se rencontrer pour essayer de voir est-ce qu'on est européen ou non. D'où les voyages en train. L'Europe de l'Est notamment. Alors pourquoi le train et pourquoi l'Europe de l'Est, Jérôme ? Pourquoi le train ? Parce que c'est avantageux pour les jeunes avec le pass Interrail pour les 25 ans et moins de 25 ans. On peut choisir 2 formules, soit une formule pour un pays. Pour 57 €, on peut voyager partout en Grèce. Pour 87 €, on peut voyager partout en Italie sur une période de 15 jours à 1 mois. C'est quelque chose quand même d'assez avantageux quand on veut aller dans un pays, mais qu'on veut pas forcément faire que la capitale. Donc là, ça nous permet de faire le tour d'un peu tout le pays, mais également de faire jusqu'à 30 pays un peu partout. Et là, forcément, je privilégie un peu plus l'Europe de l'Est parce que c'est moins connu et c'est quand même moins cher pour les sorties, les restaurants, les bars. Voilà, pour des jeunes, c'est quand même moins cher d'aller dans les pays de l'Est. Et il y a des destinations phares comme Prague, qui est
est vraiment plébiscité parmi les jeunes. Et en plus, ça nous permet de cumuler avec les festivals, si on aime ça, puisqu'il y a beaucoup de festivals qui sont peut-être moins connus en France à l'Est, notamment le Sziget Festival à Budapest. À Budapest, on en parlera avec François Missonnier, le fondateur de Rock en Scène tout à l'heure. Il adore ce festival. C'est impressionnant, il y a plus de 400 000 festivaliers, autant des grandes stars comme Avicii, Major Lazer, Martin Garrix ou Asaf Avidan, et aussi des petits groupes un peu moins connus pour leur donner leur chance. Et il y a des festivals comme ça un peu partout, comme le Pohoda en Slovaquie ou Tomorrowland en Belgique. Donc ça permet de cumuler les deux, de voyager un peu partout en Europe et en plus de participer à plein de festivals. Le Pass Interrail pour découvrir l'Europe en train. Vacances, j'oublie tout. Mais justement, pour oublier qu'aujourd'hui, ce dimanche, c'est la dernière de toute l'Europe sur France Bleu 107.1 pour l'occasion, on a rappelé quelques-uns de ceux qui sont déjà passés par nos studios et ils partagent avec nous leur destination de vacances préférée. Dans 3 minutes, Pascale Joannin, la directrice de la Fondation Robert Schuman, elle a choisi de nous emmener en Grèce. France Bleu 107.1, la musique qu'on écoute dans toute l'Europe. Justement, pour ceux et celles qui ont choisi cet été de partir en Grèce, pour vous mettre dans l'ambiance, voilà ce qu'on écoute en ce moment là-bas. Dans le top 5 de leur chart cette semaine, Dionysis Gougnazouas. Est-ce que quelqu'un parle grec? Non, personne. Dionysis Xonas. Oui, pourquoi pas. Comme tous les dimanches ensemble, on découvre ceux et celles qui se font remarquer chez nos voisins européens. Alors, c'est vrai, plus tout à fait européen, mais quand même, capitale londonienne qui reste une très très jolie destination pour un week-end estival. Outre-Manche, en ce moment, on danse là-dessus. Ce sont 2 Ghanéens, Reggie et Bolly. Leur refrain s'intitule New Girl et c'est déjà un tube. Reggie et Bolly, tube de l'été outre-Manche. Enfin, celui-ci de refrain, écoutez, allez sur une plage autour d'un feu. C'est le tout dernier refrain du Danois Joey Moe. Passer kom de bästa ton får min sova nu på söndag i min t-shirt. Joey Moe, il est danois, c'est son tout dernier refrain. 3 autres refrains avant 16h. Nous irons en Finlande, en Autriche et en Suède. Toute l'Europe sur France Bleu 107.1 avec touteleurope.eu. Toute l'Europe sur France Bleu 107.1, c'est tous les dimanches à 15h. C'est la dernière aujourd'hui, comme c'est aussi les vacances pour l'occasion des invités que nous avons déjà reçus pour nous parler de leur destination préférée en Europe. C'est la directrice de la Fondation Robert Schuman, Pascale Joannin, est au téléphone avec nous. Bonjour Pascale. Bonjour. Très heureuse de vous recevoir encore une fois. Hein. On peut toujours compter sur vous et sur la Fondation Robert Schuman quand il s'agit d'échanger autour de la construction européenne. J'imagine qu'après le Brexit, vous allez redoubler d'efforts. Exactement. Votre destination à vous, Pascale Joannin, cet été, la Grèce? La Grèce. Alors pourquoi la Grèce? D'abord parce que moi j'aime beaucoup la mer. Et en Grèce, vous êtes servi. Parce que c'est un pays tourné sur la mer. Il y a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'îles. Donc, même si vous n'êtes pas navigateur, vous prenez des bateaux pour aller d'une île sur une autre. Elles sont très diverses. Il y a les Cyclades, il y a le Dodécanèse, il y a les Sporades, il y a les Ioniennes. Donc, tout ça fait qu'il y a une diversité et c'est très sympathique. Une île en particulier à nous conseiller? Santorin.
Parce que c'est la mythologie aussi, la Grèce. Et donc, c'est le volcan qui s'est effondré et qui a, pour certains, été l'Atlantide. Donc, vous naviguez ou vous entrez en bateau dans ce qui était le volcan. Vous avez toujours la cheminée qui est donc complètement affaissée. Il y a des petites fumerolles qui sont encore perceptibles. Et vous avez cette magnifique caldeira, c'est-à-dire ce qui était l'intérieur du volcan, qui s'est écroulé et qui fait qu'on a aujourd'hui on a en effet ces villages qui sont au-dessus de cette caldeira et une vision magnifique. Directrice de la Fondation Robert Schuman, Pascale Joannin. Merci à vous, Pascale. Merci, au revoir. Au revoir. Oui, bonnes vacances. Après la Grèce, nous irons avant 16h en Italie avec notre confrère Paolo Levi de l'agence ANSA. Et puis un été en musique aussi, on en a déjà un petit peu parlé, avec François Missonnier, le fondateur du festival Rock en scène, Europavox également, et héron d'un magnifique festival, semble-t-il, à Zagreb, le Summer Music Festival de Zagreb. Et puis parce que c'est le parrain de cette émission, nous passerons également un coup de téléphone à Jean-Marie Cavada. Mais d'abord, la revue de presse européenne de Marie-Christine Vallée. Eh bien, c'est une presse qui est largement dominée par le Brexit. Les journaux européens ont bien sûr observé la Grande-Bretagne, le déchirement au sein des travaillistes, le retrait de Boris Johnson chez les conservateurs, mais ils parlent aussi du futur. Ils appellent cela l'ère post-Brexit ou la nouvelle Europe. Car comme l'écrit le Vif l'Express en Belgique, le citoyen n'est pas contre l'Europe, mais désire une autre Europe qui protège sur le plan économique, social et sur le plan migratoire et qui n'a pas peur de défendre ses racines et son identité. Mais attention, met en garde The Independent, il ne faut pas pousser la Grande-Bretagne vers la sortie. L'Union a intérêt à garder les meilleures relations possibles avec ce grand État riche situé devant ses côtes. Oui, il faut même lui tendre la main, ajoute le Berlingske, le journal danois, renoncer à la confrontation avec les Britanniques et leur proposer un nouvel accord qui leur permette de rester dans le giron européen. Mais on peut aussi penser le contraire. Ainsi, en Autriche, Die Presse estime qu'il faut entamer le plus vite possible les négociations de sortie et être assez ferme pour que d'autres pays n'aient pas envie de partir. Pourtant, des journaux croient encore que le Brexit peut être évité. Des centristes modérés pourraient encore négocier un accord permettant à la Grande-Bretagne de rester au sein de l'UE, espère le Financial Times. Ce que croit aussi au Portugal, le Diario de Noticias. L'histoire, écrit-il, a montré que les référendums n'étaient pas irréversibles et qu'il y a des possibilités de négocier sans compromettre l'appartenance à l'UE. On perçoit aussi une grande méfiance. Par exemple, pour le journal croate Jutarnji List, le Brexit n'est rien d'autre qu'un pari de la Grande-Bretagne sur l'effondrement prochain de l'UE. Des journaux avancent des solutions pour l'avenir. Le libre-échange doit être conservé, selon le journal polonais Gazeta Prawna. Le libre-échange, ce sera le noyau dur de la croissance, le moyen d'empêcher le nationalisme. Mais il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs, prévient le Frankfurter Allgemeine Zeitung. On a regroupé des pays trop différents les uns des autres. Les pro-européens ont voulu créer une union politique. Ils sont allés beaucoup trop vite. Malgré tout, il faut sauver ce projet européen, insiste El País. Mais le journal espagnol y voit une condition, que le prochain plan pour l'Union reçoive un vrai soutien politique. Alors en Europe, on aborde l'été et les vacances avec beaucoup de questions et beaucoup d'incertitudes. Est-ce que vous pensez que les déplacements, les voyages des Européens à travers le continent seront l'occasion de dialoguer et de discuter par exemple avec les touristes britanniques? Jérôme Quéré. Oui, en effet, je pense que c'est quelque chose qui nous concerne tous. On s'est tous posé la question. Peut-être que certains étaient pro-européens, mais pour eux c'était acquis, donc pas très investis dans le débat européen. Et avec ce choc, cet électrochoc du Brexit, ça nous pousse à en parler. Forcément, on se sent concerné. On sait que l'Union européenne, ce n'est pas un acquis, ça peut disparaître. Et donc, on va dialoguer beaucoup entre nous. Est-ce qu'il y a un sentiment d'appartenance à l'Union européenne? Est-ce qu'on se sent tous européens? Est-ce qu'il y a une jeunesse européenne ou pas? Et je pense que là, les débats se stimulent et je reçois beaucoup d'appels ou de textos d'amis qui, à la base, n'étaient pas très investis dans cette discussion et là, qui se questionnent. Ça se développe de plus en plus. Pierre Josse, vous êtes le rédacteur en chef du Routard. Est-ce que la Grande-Bretagne reste une destination idéale pour les vacances, pour un week-end?
Écoutez, qu'est-ce que c'est que la Grande-Bretagne? C'est la petite Angleterre maintenant. Bon, faut regarder les choses en face. Moi j'adore l'Écosse. J'ai été il y a quelques mois en Écosse. C'est des gens qui sont un peu à l'irlandaise, quoi. C'est des gaéliques. Ils savent recevoir. Ils ont une musique aussi qui est très très proche. Ils ont des whiskies qui sont absolument formidables. Bon, même s'ils ont piqué la recette aux Irlandais, vous le savez ça. Il y a puis le Pays de Galles, enfin les Cornouailles, et puis Londres qui est quand même une ville irritante et en même temps complètement fascinante. Irritante parce que tous les quartiers que j'aimais il y a 20 ou 30 ans, excusez-moi de faire un peu de nostalgie blues, sont en train de se boboiser de façon inconcevable, notamment Brick Lane qui était la patrie de l'immigration juive, ensuite ukrainienne, russe et maintenant pakistanaise et indienne. Ils sont en train d'être supplantés par les bobos et il y a eu une manif il y a quelques mois contre une boutique où ils vendaient que des céréales bobos avec 30 variétés de lait différents, 150 variétés de céréales et tout. Et il y a eu une manif contre ce dévoiement du quartier, du caractère populaire du quartier. Malgré ça, il faut y aller parce qu'il y a encore des endroits qui vivent. Hoxton, par exemple, est un ancien quartier ouvrier d'usines, d'entrepôts, etc., qui est en train d'être complètement subverti par les start-up, par les boîtes, etc. Dans une ambiance, ça faut reconnaître, c'est une grande qualité des Anglais, dans une véritable ambiance de liberté. Il y a également un festival de graphes, de tags. Moi, je suis amoureux du street art, c'est un véritable musée à ciel ouvert de cet art. Donc, oui, je recommande vraiment Londres, malgré ce côté un peu irritant, quoi. Les Anglais n'ont pas de souci à se faire sur la venue des touristes et même si c'est une ville qui est très très chère, il reste quand même, il y a un fantasme sur Londres qui est encore très très fort, très virulent. Toute l'Europe sur France Bleu 107.1, c'est tous les dimanches à 15h avec Marie-Christine Vallée, la référence européenne de Radio France pour le site touteleurope.eu, partenaire de votre émission Alexandra Le Sûr. C'est la dernière cet après-midi et puis parce que c'est surtout aussi les vacances, nos invités, des invités que nous avons déjà reçus, nous parlent cet après-midi de leur destination préférée. Il y a autour de cette table Juan José Dorado, correspondant à Paris pour le groupe de presse La Réunion. Nous avions reçu en décembre dernier à l'occasion des élections législatives en Espagne. Jérôme Quéré, également président de l'association Jeunes Européens France, des jeunes engagés qui le sont et le seront encore. Pierre Josse, le directeur en chef du Guide du Routard. 4 autres invités d'ici 16h et pas des moindres. Paolo Levi, italien, romantique. Il nous avait parlé d'une déclaration amoureuse en haut d'une montgolfière. Et puis il y aura également François Missonnier ou encore le parrain de cette émission, Jean-Marie Cavada. Via iTunes, vous pouvez télécharger et podcaster cette émission. Vous la trouverez sous le nom 107.1 Toute l'Europe. Et vous pouvez également passer par francebleu.fr ou touteleurope.eu. France Bleu. France Bleu. France Bleu 107.1. Toute l'Europe sur France Bleu 107.1 à Paris tous les dimanches à 15h en podcast également via iTunes. C'est la dernière, ce sont les vacances pour beaucoup d'entre nous. Alors pour conjuguer les deux aujourd'hui, des invités que nous avons déjà reçus pour nous parler cet après-midi de leur destination de vacances préférée en Europe. L'Espagne par exemple, jolie comme destination pour nos prochaines vacances. Il nous sert de guide. Juan José Dorado, correspondant à Paris pour le groupe de presse La Réunion. L'Europe de l'Est, avec Jérôme Quéré, en train en l'occurrence, pourquoi pas. Jérôme Quéré qui est le président de l'association Jeunes Européens France. L'Europe et bien plus encore, on a découvert déjà l'Irlande avec lui ou encore des coins méconnus de la Grande-Bretagne. Pierre Josse, le rédacteur en chef du Guide de Routard. Mais nous irons aussi cet après-midi en Italie, à Budapest, Zagreb, la Sardaigne également. Toute l'Europe.eu, francebleu.fr pour écouter cette émission et toutes les autres. 74% d'entre eux ont décidé de rester chez eux pour les vacances. C'est que ça doit être joli. Eux, ce sont les Italiens. Alors pour les représenter cet après-midi, on n'en connaît qu'un finalement d'Italien. Il revient à chaque fois. Il est notre invité de toute l'Europe sur France Bleu 107.1, notre confrère Paolo Levi de l'agence ANSA. Bonjour Paolo. Bonjour. Plaisir de vous retrouver. Paolo, avec vous, on a déjà parlé de roues, vélo, moto, amour également. Les deux sports nationaux finalement de l'Italie après le football. Pourquoi passer ces vacances en Italie, Paolo ?
Bon, moi, je suis un grand parce que l'Italie ressemble un peu à la Grèce, donc si on peut pas aller en Grèce et on veut faire un peu moins de chemin, on peut trouver des endroits en Italie qui peuvent au moins ressembler de lointain aux îles de la Grèce, qui reste l'endroit idéal pour toutes vacances d'été. Après, en étudiant un petit peu, j'ai vu qu'il y a, voilà, par rapport à l'actualité du Brexit, il y a une rue qui s'appelle la Via Francigena, qui est un chemin médiéval qui pourrait être utilisé, qui va un peu à contre-courant, disons, de cette sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, parce qu'il rejoint de Canterbury en Angleterre, il arrive en passant par la France, la Suisse, l'Allemagne, il arrive jusqu'à Rome et ensuite dans les Pouilles et donc jusqu'à la Grèce. Et donc pour qui a envie, disons en quelque sorte, de renouer avec l'esprit européen, il peut vraiment descendre à pied toute l'Europe comme dans sa colonne vertébrale et rejoindre de Canterbury, ville symbolique de l'Angleterre, la Grande Grèce à travers les Pouilles. Et donc peut-être c'est un chemin qui ferait du bien aux eurosceptiques. Les vacances en Italie, comme on l'imagine, dolce vita. Ouais, mais bon, l'Italie, c'est surtout, c'est un pays, c'est pratique parce que c'est une sorte de grand pont d'un bateau qui s'allonge sur la mer, donc c'est un ponton, quoi. En Méditerranée, t'as ce truc qui s'allonge et donc t'as la mer de tous les côtés, etc. Donc c'est pas mal. On sous-estime en Italie, parce que oui, voilà, comme vous dites, quand on pense à l'Italie, on pense très très souvent à la mer, aux tomates, au basilic, etc. Mais l'Italie, ensuite, elle a un côté tout au nord complètement insoupçonnable. C'est-à-dire qu'il y a une Autriche italienne avec des montagnes très très jolies qui s'appellent les Dolomites. Et c'est une Italie, mais que la chose la plus lointaine de l'idée que vous pouvez avoir de l'Italie. On parle allemand, on mange des Wienerschnitzel, c'est des petits steaks viennois avec la confiture de myrtille, etc. Donc, pour qui n'a pas envie de l'Italie banale, avec les etc. Italiens. Ouais, il peut aller là-bas et c'est très très joli. Et en plus, il fait frais. Si on n'aime pas les grosses chaleurs, il fait frais l'été. On est très très bien. Après, vous parliez de la Sardaigne. Moi, j'ai découvert un été où j'avais été quitté par ma copine. J'étais un peu triste. Encore, c'était la même de la montgolfière ou pas, Paolo? Oui, j'avais Parce envie que pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'histoire de la montgolfière, ce sera le running gag de cette saison. C'est que pour faire votre déclaration d'amour, Paolo, vous aviez emprunté une montgolfière et il s'est rien passé après. Rien. Et donc j'ai pris un navire et je suis parti en Sardaigne parce que j'étais très triste parce que ce coup de la montgolfière n'avait pas marché. Et j'ai découvert en Sardaigne, pour qui a envie d'être tout seul, etc., le dernier train à vapeur d'Europe, c'est-à-dire un tout petit train qui de Cagliari, qui est la grande ville du sud de la Sardaigne, monte, parce qu'à l'époque, on n'avait pas la technologie pour creuser des galeries. Donc le train, il monte tout en haut des montagnes du Gennargentu, qui est un massif de montagnes dans le sud de la Sardaigne, et il repasse de l'autre côté, il rejoint l'autre côte Sarde. Et ça s'appelle le petit train vert de la Sardaigne, et c'est un train d'un charme inouï, parce que c'est un train qui te ramène vraiment à la création du monde, parce que quand on arrive tout en haut, il n'y a absolument rien, mis à part ce petit train, et c'est vraiment un plan hyper de niche secret que je dévoile parce que Pierre Josse a l'air d'accord avec vous, Paolo. La Sardaigne. Ah bah moi j'y étais il y a quelques mois. Pour la deuxième fois, là j'ai découvert des régions qui sont absolument extraordinaires, un mode de vie, une gentillesse du peuple sarde, mais absolument étonnante. J'étais pour le travail et je peux dire que d'habitude je m'engueule toujours avec un hôtelier un peu facho, un restaurateur acariate, mais là non, je me suis jamais engueulé avec qui que ce soit. Vous sentez une petite pointe de déception. Voilà. Oui, mais je me pinçais pour y croire. Hein. En plus, moi j'adore j'adore la viande de cheval. C'est un des derniers pays où on peut se manger des steaks de cheval ou d'âne ou de mulets énormes qui débordent de l'assiette. Et surtout, alors j'ai découvert, on parlait du street art tout à l'heure, là je recommande vivement aux auditeurs, il y a un village qui s'appelle Orgosolo, qui est connu parce qu'il y a eu un film Bandit à Orgosolo, mais qui est aussi connu pour être la capitale sarde du street art. Tenez-vous bien, il y a eu des grandes manifs paysannes et ouvrières contre l'OTAN il y a une vingtaine d'années. Un artiste a
historiser un peu cette lutte sur un mur. Les gens du village ont trouvé que c'était sublime. Et du coup, toutes les luttes, tous les états d'âme des gens sont répertoriés sur les murs. Il y a plus de 600 fresques. C'est également un musée à ciel ouvert. Il y a 600 fresques, 300 qui sont classées. C'est-à-dire qu'en fait, on les rénove de temps en temps parce que les intempéries les abîment. Maintenant, il y a des cartes de touristes japonais qui arrivent de Cagliari pour les visiter. Moi, je suis resté 3 heures à les photographier. Et en plus, les artistes imitent des grands artistes internationaux comme Picasso, Velázquez, etc. pour exprimer les luttes locales. C'est absolument extraordinaire. Alors pour ceux et celles qui ne savent pas encore où partir cet été, les 52 week-ends coup de cœur dans les villes d'Europe proposés par le Routard. Difficile de faire un choix, non, Pierre Josse? Bah oui, mais c'est surtout... D'en sortir que 52. Oui, mais c'est surtout une vie. Il suffit de programmer un ensemble de coups de cœur. Et puis alors, sur 60 ans ou 80 ans d'existence active, vous avez largement l'occasion de les faire. Alors, coup de cœur sur quoi? Sur le décor, sur le climat, alors, la justement, gentillesse des uns et des non, autres? alors pas seulement sur le décor, le climat, etc. Mais je reviens à une ancienne que j'aime beaucoup, c'est l'histoire. C'est le social, c'est l'histoire. Par exemple, moi, je suis un amoureux des capitales baltes. Et là, en ce moment, c'est en train de monter. Que ce soit Vilnius, que ce soit Riga, que ce soit Tallinn. Pour 3-4 jours, on découvre des villes qui sont merveilleuses, pleines d'histoire, pleines d'art, etc. Et notamment à Vilnius, alors je prends 1 minute pour le dire parce que ça m'a complètement saisi. Il y a un quartier qui était très pauvre, qui a été ignoré par les soviétiques, qui a été ignoré par les postes soviétiques. 15 000 habitants qui se sentaient abandonnés, qui sont dans une boucle de la rivière locale, complètement isolés. Ils ont déclaré leur indépendance. Ils ont mis une pancarte à l'entrée des 3 rues, des 3 ponts qui permettent d'y accéder. République indépendante d'Oujoupis, c'est le quartier d'Oujoupis. Et ils se sont dit, on va gérer nous-mêmes notre existence. Ils ont élaboré ensemble une constitution en 41 points qu'ils ont affichés, gravés dans le bronze sur les murs de leur quartier. Et je vous livre quand même le point numéro 13 de cette constitution. Un chat a parfaitement le droit de ne pas aimer son maître, mais quand il est dans la merde, il lui doit assistance. Toute l'Europe sur France Bleu 107.1. Pour la dernière, on s'offre une virée estivale aux 4 coins de l'Europe. Toute l'Europe sur France Bleu 107.1. Et puis l'été, pourquoi pas? C'est l'occasion de découvrir des itinéraires culturels mis en place par le Conseil de l'Europe, du Portugal à la Norvège jusqu'en Russie en passant par la Turquie. Il y en a 33 en tout. Marie-Christine Vallée, le plus connu de tous, bien sûr, c'est celui des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Oui, les chemins, c'est le premier itinéraire culturel créé en 1987. Il regroupe 8 pays à travers lesquels les marcheurs peuvent avancer vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a aussi les routes des Vikings depuis 1993 et elles sont réparties entre 23 pays. Autre exemple, pour les amateurs de fortification, on peut choisir les itinéraires Vauban et Wenzel en France et au Luxembourg. On trouve aussi des parcours thématiques, comme l'art musical avec les routes de Mozart, qui avait lui-même voyagé à travers 10 pays, ou les villes thermales, elles ont un itinéraire européen à travers 11 pays, ou la route de la céramique depuis 2012, qui concerne 8 pays, et il existe une route de l'olivier, qui regroupe 21 pays sur les 2 bords de la Méditerranée. Alors, les sites peuvent être éparpillés sur les territoires comme les abbayes clunisiennes ou cisterciennes et un itinéraire peut être fondé sur l'histoire. L'an dernier, on a tracé les routes empruntées au XVIe siècle par l'empereur Charles V de Habsbourg à partir de la Belgique et de l'Allemagne jusqu'à la Tunisie. Alors comment sont conçus ces itinéraires? Ils doivent montrer une inspiration commune, ancrée dans l'histoire de l'Europe. C'est une diversité de biens culturels mis en réseau et mis en valeur par des collectivités locales, régionales ou des universités. Et le but est bien sûr le tourisme culturel. Et pour mettre en valeur ce patrimoine, il y a aussi, Marie-Christine, un label européen. Alors c'est un label européen du patrimoine qui a d'abord été proposé par la France pour des monuments, des villes, des sites naturels, des lieux de mémoire qui doivent tous témoigner de l'identité européenne. Ce label n'est donc pas lié à la beauté d'un paysage ni à une belle architecture, mais tous les sites doivent témoigner d'une culture ou d'un héritage européen. Parmi les sites, il y a en France la ville de Troyes, l'abbaye de Cluny, la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon. En Allemagne, les lieux de mémoire du Rideau de Fer. On trouve des archives à Barcelone,
les archives de la couronne d'Aragon ou l'Acropole d'Athènes, la maison natale de Puccini à Lucca, en Italie, les chantiers de Gdansk, en Pologne, le mémorial de Dvorak, en République tchèque, un musée à Vilnius ou un château à Limassol, à Chypre. 17 pays plus la Suisse font partie de ce programme et au total, 67 sites ont le label patrimoine européen. Pierre Josse, découvrir l'Europe à pied, tendance ? Oui. Tendance, je parlais du Boren déjà, une partie de l'Irlande qu'on peut découvrir à pied. Il y a en Croatie des montagnes qui sont assez étonnantes également. Il y a alors on va rester en France pour une fois, mais dans une région très bizarre, le Pays Quint. Si vous connaissez le pays. Alors, le Pays Quint, c'est une espèce d'escroissance du Pays Basque. C'est en Navarre. Et ça rentre profondément comme ça, en une vallée qui rentre profondément en Espagne, mais qui a un statut juridique assez étonnant. Parce que, en 1663, quand il y a eu le traité des Pyrénées, ils ont failli refaire la guerre parce que on savait pas à qui attribuer entre l'Espagne et la France ce petit bout de terrain. Et ils ont trouvé un truc génial. Ça reste espagnol, mais donné à vie à la France. Enfin, prêté à vie à la France. Ce qui fait qu'il y a une vingtaine de fermes qui ont un statut juridique un peu bizarre. Ils payent leurs impôts fonciers à Madrid et leurs impôts sur le revenu, évidemment, en France. Et là, c'est l'Éden. Il n'y a pas une faute de goût, il n'y a pas un arbre qui n'est pas à sa place, les blés frissonnent, il y a encore des tas de foin à l'ancienne, vous savez, en forme de meule. Il y a un cochon qu'on appelle le pinoir basque qui donne une viande et des jambons absolument fabuleux. Et là, il y a des chemins de randonnée, il y a des petites routes de campagne où il n'y a que la camionnette jaune des postes qui passe dans la journée. C'est un endroit fabuleux pour faire de la randonnée. L'Europe, destination peut-être de vos vacances cet été. Toute l'Europe sur France Bleu 107.1 avec touteleurope.eu. Puis l'Europe, en été, c'est aussi une succession de festivals, de musique. Alors pour ne en citer que quelques-uns, on en a déjà parlé, le Zigat de Budapest, Festival international de Benicassim aussi en Espagne, Juan. Très joli festival. Très joli festival, Décor qui est incroyable. rapidement monté en popularité, qui réunit des dizaines et des dizaines de milliers de personnes en été. Il y a le festival de Dour en Belgique, Paléo Festival de Nyon, Glastonbury, c'est encore un petit peu européen, et puis Rock en scène, bien évidemment, c'est le nôtre de festival avec d'ailleurs Iggy Pop bientôt. Son fondateur et cet après-midi l'invité de toute l'Europe sur France Bleu 107.1, là encore une fois. C'est une seconde invitation. Hein. Bonjour François Missonnier. Bonjour. Votre été à vous, François, bien évidemment, en musique et en Europe. Ouais, un peu studieux aussi, puisque on a effectivement envie de rendre visite à nos copains un petit peu partout dans les quatre coins du continent. Puis on a aussi notre événement à nous à finir de préparer pour accueillir le public au mieux. Alors on va y revenir à Rock en scène et à cette belle programmation 2016. Vous rentrez de Zagreb, je crois. Il y avait leur Summer Music Festival. C'était comment ? C'était super. C'était alors le In Music Festival, c'est un festival pop rock là qui se déroule sur une île, sur un lac artificiel au cœur de Zagreb. Et voilà, c'est des gens qui sont très sympas avec lesquels je collabore dans le cadre d'un projet qui s'appelle Europa Box. Voilà, c'est l'Europe de la musique. Et voilà, et ça a été c'est un festival que j'ai découvert, ce que j'adore. Parce que découvrir d'autres organisations, d'autres publics, d'autres manières de mettre en scène la musique, c'est toujours un bonheur quand on aime la musique et puis enrichissant quand on est producteur de festival soi-même. Souvenir de voyage, justement, François Missonnier, autour de ces festivals et de cette Europe en musique. C'est toute se déplacer sur un festival de rock, voilà, c'est tout un processus. On prépare le sac, on regarde la météo, est-ce qu'on met les bottes en caoutchouc ou pas. On se renseigne aussi parce que les festivals sont toujours le plus souvent dans des lieux qui sont atypiques, donc c'est pas comme se rendre dans le centre d'une ville et faire le tour des musées. Il faut voir où le festival se situe, comment on s'y rend, où est-ce qu'on dormira, est-ce qu'on fait le plan camping, où est-ce qu'on se trouve un hôtel un peu plus confortable à côté, et puis après on relie ça à une grille de programmation et on se fait son programme de la journée et des nuits. C'est-à-dire qu'il y a tout un paquet de cases à cocher quand on prépare son déplacement en festival et quelque part la préparation
et pleine de promesses, fait déjà partie aussi du plaisir. Le Ziget, vous y serez cette année, François Missonnier? Le Ziget, je n'irai pas. Je l'ai fait il y a 2 ans. C'était un moment assez extraordinaire de par son ampleur et les propositions qui y sont faites. Je reviens par contre d'un gros festival en Scandinavie qui s'appelle Roskilde, qui est un des plus gros festivals d'Europe, qui est à côté de Copenhague, qui accueille à peu près 100 000 personnes par jour pendant 4 jours. Et là, je dois dire, là, j'ai pris une bonne petite claque là aussi sur le plan à la fois de l'accueil, de l'organisation et puis des spectacles. Et voilà, et quelque part, ça n'arrête pas. Je vais aller aussi faire un tour, par contre, un festival que je connais pas non plus qui s'appelle Lovebox, qui est un festival de rock qui a lieu à Londres et dont la programmation aussi est très alléchante. Et puis les 26, 27, 28 août, bien évidemment, nous serons au Domaine national de Saint-Cloud, le festival Rock en scène. Plusieurs têtes d'affiche, alors quelques-unes peut-être. J'ai retenu Iggy Pop. Mais il y en a d'autres. Oui, l'icône, l'iguane, qui a jamais joué chez nous, ça va être un grand honneur de le recevoir. The Last Shadow Puppet aussi, le projet donc du chanteur des Arctic Monkeys, qui est le groupe pop de cette année sans aucun doute. Bastille aussi, nouvel album, concert unique en France. Massive Attack, Sigur Rós, Falls aussi qui vont jouer. Et puis dans l'électro, on va aussi avoir un grand retour de Cassius avec un nouvel album et qui va faire danser les festivaliers le dimanche soir. Il y en a, c'est un peu pour ceux qui ne connaissent pas le festival, c'est aussi des propositions qui sont très éclectiques. On va avoir La Femme, on a Casseurs Flotteurs, on a des groupes français aussi qui sont à l'honneur, et un petit peu avec une grande diversité de styles musicaux. Fondateur du festival Europavox et donc Rock en scène au Domaine national de Saint-Cloud 26, 27 et 28 août prochain. François Missonnier, merci, ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Bonnes vacances. Merci, à bientôt. France Bleu 107.1, la musique qu'on écoute dans toute l'Europe. Deuxième et dernière session de charts, justement 3 ans presque, qu'ensemble on découvre ce qu'écoutent nos voisins européens. Alors nos voisins autrichiens, cette semaine, ils plébiscitent le nouveau morceau de Mark Foster. C'est un voisin, il est allemand, souvenez-vous, l'été dernier, il nous avait déjà fait danser, il s'était fait remarquer pour sa collaboration avec Felix Jane. Un Allemand cette semaine dans les charts autrichiens, Mark Foster. En Suède, je vous présente Laleh. Elle est suédoise, d'origine iranienne. Laleh, une jolie suédoise. Et puis enfin, numéro 1 chez leurs voisins, les Finlandais, un duo absolument déjanté, JVG. JVG. Ils sont numéro 1 cette semaine en Finlande. Tube de votre été aux 4 coins de l'Europe. Toute l'Europe sur France Bleu 107.1. Toute l'Europe sur France Bleu 107.1, c'était tous les dimanches à 15h. C'est la dernière, et puis comme c'est aussi les vacances, c'est bien pour l'occasion des invités que nous avons déjà eu le plaisir de recevoir et qui aujourd'hui nous racontent leur destination préférée en Europe. On est allé en Espagne avec Juan José Dorado, correspondant à Paris pour le groupe de presse La Région. Merci Juan. Vous serez en Espagne cet été ? Si. Je serai en Espagne cet été. Où exactement ? Je vais partir tout au nord, du côté des Sasturies.
Vous nous envoyez une carte postale. L'Europe Bien de l'Est, sûr. avec Jérôme Quéré, président de l'association Jeunes Européens France. On a voyagé en train avec vous. Merci beaucoup. Vous nous emmenez où, vous, cet été? Alors cet été, je vais pas prendre le train parce que j'ai plus de 25 ans, donc je ne peux malheureusement c'est plus foutu. prendre l'Interrail. Enfin, en tout cas, si je pourrais, mais c'est un peu plus cher. Donc je vais en Norvège. C'est une rencontre des jeunes Européens près d'Oslo, à 1 heure au nord de Oslo. Bonnes vacances, Jérôme. Merci. L'Italie avec Paolo Levi de l'agence ANSA. Merci, Paolo. Je vous en prie, Vous merci serez à vous. où cet été? Mais moi, je suis un fou furieux de la Grèce, comme vous l'avez compris. Donc, je vais à Patmos, dans le Dodécanèse. Et une fois que tu vas là-bas, tu peux aller vraiment Et nulle avec part quelqu'un ou pas? C'est l'île de Saint-Jean où a été dictée l'Apocalypse. Donc, c'est une île où il y a une force spirituelle très, très forte. Donc, tu peux y aller même tout seul, mais tu vas même avec des amis. Voilà, pour moi, c'est le paradis sur terre. Après, vous m'avez invité pour me demander de l'Italie. Moi, oui, bon, l'Italie, elle est pratique parce qu'il y a quasiment tout. Il y a les lacs, il y a les montagnes, il y a la mer, il y a les villes. Donc, il y a l'embarras du choix. Disons que dans un contexte de Brexit, peut-être, pour retomber un peu amoureux et se faire confiance de la beauté de l'Europe, je suggérerais cette fois-ci les régions transfrontalières, c'est-à-dire toutes les régions où les pays se côtoient et où parfois vraiment l'esprit européen ressort encore plus. En Italie, par exemple, un exemple sur tous, c'est certainement la région du Tyrol du Sud, où les Italiens, il y a un mélange de culture germanique et de culture italienne. Susceptible de nous réconcilier avec tout le Mais reste de c'est-à-dire l'Europe. qu'ensemble, quand on mélange par exemple des recettes de la tradition germanique avec celle italienne, cette rencontre crée une chose divine. Donc je Merci, vous suggère Paolo. d'aller essayer ces assiettes, cette gastronomie-là, parce qu'elle est très particulière et très très bonne, et c'est un beau symbole de l'Europe. Eh ben, bonnes vacances à vous. Plus largement, on a découvert l'Europe, ses passions. Il aime marcher, il aime le street art, la Guinness, la viande de cheval et tout ça, que d'amour. Pierre Josse. Et les cigognes. Les cigognes aussi, Oui. rédacteur en chef du Guide du Retard, merci. Ce fut une première, mais ce fut un plaisir. Son été à lui, il va se partager entre la Grèce, là encore, la Sardaigne aussi, le bassin d'Arcachon. S'il est notre invité aujourd'hui, c'est surtout parce que c'est le parrain de toute l'Europe sur France Bleu 107.1. La première, c'était avec lui, c'était le 6 avril 2014. Au téléphone avec nous, député européen, président du mouvement européen France, monsieur Jean-Marie Cavada. Bonjour Jean-Marie. Je vous embrasse tous. Je voudrais d'abord vous dire que, avant de parler de vacances, de maillot de bain, que je regrette l'arrêt de votre émission parce que vous avez eu l'intelligence de parler de l'Europe d'une façon concrète, c'est-à-dire quelle musique on écoute, quel film on va voir, comment on s'habille, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on pense, et que c'est exactement comme ça qu'il faut faire progresser la compréhension entre les peuples qui évitera les guerres et les grands conflits. J'aimais beaucoup ce que disait votre ami italien. Moi, j'ai parcouru beaucoup de régions frontalières comme ça et naturellement, il m'en voudra pas, mais le lac de Garde avec Riva di Garda, c'est un très bel endroit pour comprendre ce que les Tyroliens pensent au nord, ou bien quand vous allez en Slovénie, on y parle autrichien dans le nord-est de la Slovénie. C'est vraiment formidable de savoir ces choses-là. Mais moi, je ne veux pas me mêler de la décision des dirigeants de Radio France dans la mesure où c'est leur responsabilité. Simplement, ce que je veux dire, dans cette société qui parle beaucoup d'Europe en général, vraiment, c'est certainement de loin le média français qui en parle le plus grâce à l'équipe de Quentin Dickinson et de Marie-Christine Vallée et tous leurs amis dont vous faites partie. Cette émission qui était née sous les auspices d'Antoine de Galzin, il faudrait qu'il y en ait à nouveau une comme ça, celle-là ou une autre sur cette antenne ou sur une autre antenne, mais il ne faut pas oublier la dimension locale de l'Europe, parce que c'est là où ça pêche. Les gens voient pas bien les bénéfices de l'Europe, alors qu'ils sont immenses, même si l'Europe fait aussi des erreurs. Mais on voit la souffrance des Britanniques actuellement, et ça va être une sacrée leçon pour ouvrir les yeux de ceux qui, finalement, écoutent les marchands de peur. Et puis moi, mes vacances, eh bien, cher ami, ce sera cette année strictement, uniquement le bassin d'Arcachon et pas la Grèce et la Sardaigne comme d'habitude, parce que je suis vraiment KO. Ça a été une année extrêmement dense, et puis comme ça, je vais pouvoir manger des huîtres, piloter mon petit bateau qui est une vieille pinasse d'ostréiculteur, et piloter mon avion, enfin c'est pas mon avion à moi, mais celui de mon club, pour regarder l'Espagne, le Portugal,
la Corse et naturellement l'Aquitaine et la France, aller déjeuner au Mont-Saint-Michel dans un aller-retour, après des choses comme ça, se faire du bien en regardant les autres, et ça c'est vraiment merveilleux, ce privilège. Justement, Jean-Marie Cavada, une année européenne très très chargée, hein. Va falloir reprendre des forces. L'Europe a besoin de reprendre des forces aussi. Alors ben oui, pour être sérieux 5 secondes, je pense que le bon côté de ce Brexit, car il y a comme toujours dans les événements deux possibilités, l'abandon, le déclin, ou bien au contraire écouter la leçon d'un scrutin et en tirer des conséquences pour ce qu'on va faire demain. Le bon côté, c'est que là, en pleine figure, l'Europe a vu, grandeur nature, que les Européens demandaient une politique qui les protège en termes de sécurité et de défense européenne, puis qui les protège aussi en termes économiques pour protéger leur avenir, en termes de lutte contre le chômage, c'est pas fait. C'est pas suffisamment fait, je veux dire. On n'est pas arrivé à d'assez bons résultats, puis les protège aussi en termes social. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un continent prospère? Ben, c'est de l'argent qu'on investit pour produire de la richesse. Mais on ne peut pas la produire s'il n'y a pas les bras, les cerveaux, c'est-à-dire le capital salarié. Et il faut que l'Europe se dirige vers ça maintenant. J'espère que la leçon est suffisamment, le coup de tonnerre est suffisamment fort, le boulet est assez suffisamment près des oreilles, pour que tout de suite on réoriente dès la rentrée la politique européenne vers ces choses. Jean-Marie Cavada, parrain de toute l'Europe sur France Bleu 107.1. Vraiment bravo à vous, j'ai beaucoup d'affection pour ce que vous avez su faire. Merci à vous. Et j'en profite donc aussi pour remercier celui qui a pensé et conçu cette émission. C'était à l'aube des élections européennes. Une grande, belle et bonne idée, finalement, comme lui, à son image. Elles ont été nombreuses à travailler sur cette émission. Un grand merci à toutes les attachées de production de France Bleu. Chloé Massardier, Chantal, Kéra, aux techniciens également, à Paris et en région, pour nos duplex. Et puis bien sûr à mes complices. Alors la dernière arrivée, Marie-Christine Vallée, la Madame Europe de Radio France. Merci Marie-Christine. Merci à vous Géraldine. Laetitia Bernard, qui a été de l'aventure également. Et puis bien sûr, le site touteleurope.eu. J'avais promis, c'est loupé. Partenaire de cette émission avec Alexandra Le Sûr. Merci. Merci à vous, c'était une très belle aventure. francebleu.fr, touteleurope.eu, si vous en voulez encore.